Ola et Ayo se dirigèrent vers le cimetière, où ils déterrèrent le corps d'Hugo. Alors qu'ils travaillaient, un corbeau tomba soudain mort aux pieds d'Ola, se décomposant rapidement sous ses yeux. Plus tard, quand Ayo entra dans la cuisine pour préparer un repas, elle fut horrifiée de la trouver envahie par des cafards. Le cœur d'Ola se remplit d'excitation lorsqu'elle regarda dans les yeux d'Emeka. « Emeka, je suis enceinte, » murmura-t-elle. Le visage d'Emeka s'illumina de joie, incapable de contenir son bonheur. Il souleva Ola dans les airs, la faisant tourner en riant. Ils passèrent le reste de l'après-midi à la plage d'Eket, une ville paisible au sable doré et à l'atmosphère apaisante. Alors que le soleil se couchait, projetant une lueur chaude sur l'océan, Emeka, toujours souriant, suggéra « Et si nous restions ici, Ola, et commencions notre famille dans cet endroit magnifique ?» Ola réfléchit à cette idée, son esprit fourmillant de possibilités. Alors qu'elle y pensait, une petite balle roula vers eux, suivie d'une petite fille, âgée de 7 ans tout au plus. Emeka ramassa rapidement la balle et la tendit à l'enfant, engageant une conversation en effique. Ola regardait avec curiosité, ne comprenant pas la langue. Emeka se tourna vers sa femme avec un sourire. « Je lui ai demandé si nous devrions déménager à Eket ou non. » Ola regarda la fillette, s'attendant à une réponse innocente. Au lieu de cela, le visage de l'enfant se tordit de terreur. Elle pointa un doigt tremblant vers Ola, ses yeux devenant noirs comme la nuit. Sa peau s'assombrit et du sang commença à couler sur son visage. Le cri de l'enfant était terrifiant, résonnant sur toute la plage. Avant de continuer cette histoire, veuillez envisager de vous abonner à cette chaîne et d'activer l'icône de notification en forme de cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Le cœur d'Ola battait à tout rompre alors qu'elle se réveillait du cauchemar, trempée de sueur. Elle se redressa dans son lit, haletant pour retrouver son souffle. Emeka, qui était à côté d'elle, la regarda avec inquiétude. « Ola, ça va ?» Elle secoua la tête, essayant de se débarrasser de la peur persistante. « Ce n'était qu'un cauchemar, » murmura-t-elle, mais la terreur restait présente. La nuit suivante, Emeka rentra à la maison, épuisée après une longue journée de travail. La maison était étrangement silencieuse. Seul le son léger de la télévision rompait le silence. Il trouva Ola endormie dans le lit, la télévision diffusant une vieille vidéo familiale. Le cœur d'Emeka se serra en regardant les images. Des enfants rieurs et des souvenirs joyeux remplissaient l'écran. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il pensait à leur fils, Hugo, qui n'était plus avec eux. En attrapant la télécommande, il renversa accidentellement un flacon de pilule de la main d'Ola. Son cœur s'emballa en réalisant que sa femme avait tenté de mettre fin à ses jours. Il la secoua doucement, essayant de la réveiller, et lorsqu'elle ne réagit pas, il appela rapidement une ambulance. Dans l'ambulance, les yeux d'Ola papillonnèrent, mais elle n'était qu'à moitié consciente, perdue dans une transe. Dans son esprit, elle était de retour dans la voiture, avec l'eau montant rapidement autour d'elle. Elle luttait pour détacher les enfants de leur siège, réussissant à libérer sa fille, Ada, mais la jambe de son fils Hugo était coincée. « Hugo, tiens bon, je vais te sortir de là !» cria-t-elle désespérément. L'eau continuait de monter, et elle vit la peur dans les yeux d'Hugo. Ada s'accrochait à elle, pleurant. N'ayant pas d'autre choix, Ola saisit Ada et nagea vers la sécurité. Lorsqu'elle tenta de retourner chercher Hugo, des passants la retinrent. Elle cria et se débattit, mais c'était trop tard. Hugo fut emporté par la rivière. Ola ouvrit lentement les yeux, se sentant groggy. Elle était à l'hôpital, avec sa fille Ada dormant paisiblement à ses côtés. La vue de sa fille fit naître un petit sourire triste sur son visage. Leur domestique, Ayo,
se tenait près de la porte, les yeux remplis d'empathie. Elle s'approcha et toucha doucement la main d'Ola. « Madame, vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous » Ola soupira. « Fatiguée, mais mieux. Merci, Ayo. » Ayo hocha la tête. « Tante, il y a quelque chose que je dois partager avec vous. J'ai aussi perdu ma fille dans un accident. Je sais à quel point cela fait mal. » Les larmes montèrent aux yeux d'Ola. « Je suis tellement désolée, Ayo. Hugo me manque chaque jour. » Ayo prit une profonde inspiration. « Tante, je peux vous offrir une chance de voir Hugo et de lui dire au revoir. Dans mon village, il y a un temple abandonné où la ligne entre le monde des morts et celui des vivants est très mince. Vous pouvez rencontrer votre fils là-bas une dernière fois. » Le cœur d'Ola battait entre espoir et peur. « Que dois-je faire ?»« Vous devrez accomplir certains rituels, » expliqua Ayo. Après qu'Ola ait été libérée de l'hôpital ce soir-là, elle et Ayo s'assirent dans le salon pour discuter des détails des rituels. Ayo expliqua « Vous devrez exhumer et incinérer le corps de votre fils. Ensuite, vous répandrez les cendres sur les marches du temple et vous vous enfermerez à l'intérieur. Si vous faites cela, Hugo viendra à vous avant la tombée de la nuit. Mais vous devez promettre de suivre toutes les instructions et, quoi qu'il arrive, de ne pas ouvrir la porte à l'intérieur du temple. » Ola hocha la tête, déterminée. « Je promets. Je ferai tout ce qu'il faut pour revoir Hugo. » Ce soir-là, sous le couvert de la nuit, Ola et Ayo se rendirent au cimetière et déterrèrent le corps d'Hugo. Des larmes coulaient sur le visage d'Ola alors qu'il plaçait délicatement ses restes dans un sac et les emportait. Ils accomplirent la cérémonie de crémation dans une atmosphère calme et solennelle. Alors que les flammes consumaient le corps d'Hugo, Ola ressentit un mélange de chagrin et d'anticipation. Elle tenait Ada près d'elle, tirant sa force de sa présence. Le lendemain, Ola monta à bord du train en direction du village d'Ayo, le cœur battant d'anticipation et de peur. Elle regardait par la fenêtre, son esprit rempli de souvenirs d'Hugo. Elle avait menti à son mari, lui disant qu'elle se rendait à une réunion dans le village. Après avoir atteint son arrêt, elle descendit du train et prit un taxi jusqu'à la forêt isolée. Le chauffeur, un vieil homme aux yeux bienveillants, lui adressa un signe d'encouragement alors qu'elle descendait. « Bonne chance, madame », dit-il doucement avant de repartir. Ola traversa la forêt dense, le couvert des arbres projetant des ombres inquiétantes sur le chemin. L'air était épais de l'odeur de la terre et de la décomposition. Après environ 1 heure, elle trouva enfin le temple abandonné, ses pierres anciennes couvertes de mousse et de vignes. Prenant une profonde inspiration, Ola dispersa les cendres d'Hugo sur les marches du temple comme on le lui avait demandé. Elle murmura une prière, sa voix tremblante d'émotion. Elle entra ensuite dans le temple, prenant soin de fermer et de verrouiller la porte derrière elle. L'intérieur était faiblement éclairé, l'air froid et oppressant. Elle trouva un autel et s'assit devant, tenant une bougie dans ses mains, attendant la tombée de la nuit. Soudain, Ola entendit des bruits derrière elle. Elle se retourna et découvrit une chambre souterraine. La curiosité l'emporta sur sa peur alors qu'elle descendait dans l'espace sombre et humide. En regardant autour d'elle, un corbeau tomba mort à ses pieds, se décomposant presque instantanément sous ses yeux. Elle laissa échapper un cri, levant les yeux pour voir une femme momifiée se couvrant le visage de ses mains. La panique envahit Ola et elle s'enfuit hors de la chambre, retournant dans la salle principale du temple. Juste au moment où elle atteignit la salle principale, les bougies s'éteignirent et les cloches retentirent de manière sinistre. Les portes commencèrent à trembler violemment et Ola commença à entendre des voix venant de l'extérieur. « Qui est là ?» appela-t-elle, mais il n'y eut aucune réponse. Puis, en un instant,
Les coups et les voix s'arrêtèrent aussi rapidement qu'ils avaient commencé. Dans le silence, Ola commença à entendre un enfant pleurer juste à l'extérieur de la porte. « Hugo, est-ce toi ?» cria-t-elle, la voix brisée. « C'est moi, maman !» répondit faiblement une voix. Des larmes coulèrent sur le visage d'Ola alors qu'elle parlait à son fils à travers la porte. « Je t'aime tellement, Hugo. Tu me manques tous les jours. »« Tu me manques aussi, maman, » répondit Hugo, sa voix remplie de tristesse. « Vous me manquez tous. » Ola s'excusa auprès de lui, le cœur brisé. « Je suis tellement désolée, Hugo. J'aimerais pouvoir te serrer dans mes bras. » La voix d'Hugo trembla. « Je dois partir maintenant, maman. »« Non, s'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, » supplia Ola, mais elle entendit le bruit de pas s'éloignant. Dans une tentative désespérée de l'arrêter, Ola ouvrit précipitamment la porte. Il n'y avait personne dehors, juste la forêt silencieuse et froide. Que venait-elle de faire? Dehors, près du temple, Ola appela Hugo mais ne reçut aucune réponse. Elle se retourna pour regarder à l'intérieur du temple et fut surprise de voir un Agori, l'un des gardiens du temple, debout derrière elle, la regardant fixement. Sa présence était inquiétante et le cœur d'Ola battait de peur. Sans un mot, elle se retourna et s'enfuit, ses pas résonnant à travers la forêt. À l'intérieur du temple, la momie commença à s'agiter. Les bandes anciennes se déplacèrent et un gémissement faible et sinistre remplit l'air. Pendant ce temps, à la maison, Emeka fut réveillée par les aboiements frénétiques de leur chien. Espérant voir Ola revenir de son voyage, il ouvrit la porte mais ne trouva rien. En refermant la porte, le chien aboya furieusement, visiblement agité par quelque chose d'invisible. Le lendemain matin, alors qu'Ada jouait avec ses poupées dans le salon, elle entendit un bruit de tapotement venant d'en haut. Curieuse, elle chercha la source du bruit. En montant les escaliers, elle entendit un bruit étrange provenant de la chambre de son frère, et lentement, la porte commença à s'ouvrir. À ce moment-là, Ola l'appela, ayant juste rentré de son voyage. Ada courut rapidement pour accueillir sa mère. Cette nuit-là, alors que le couple dormait profondément, Ola fut réveillée par des bruits étranges. Elle se rendit dans la chambre d'Ada pour vérifier sa fille. À l'intérieur, elle vit une silhouette derrière les rideaux, mais lorsqu'elle alluma les lumières, il n'y avait rien. Le lendemain matin, alors qu'Ola ouvrait les rideaux dans la chambre d'Ada, un bruit soudain la surprit. Elle se retourna pour trouver le coffre à jouets renversé. En s'approchant pour nettoyer le désordre, son cœur se figea. Le nom d'Hugo était écrit avec des blocs alphabétiques en bois sur le sol. Juste au moment où elle se retournait pour quitter la chambre, elle vit Ada maintenant assise sur le lit. « Maman, Hugo est ici. Il se cache de quelqu'un, » dit Ada. « Chut, ne dis pas de telles choses, » murmura Ola, essayant de calmer sa fille. Elles prièrent ensemble avant de quitter la pièce. Juste au moment où elle était sur le point de conduire Ada à l'école, elle découvrit que toutes les plantes de leur cour étaient mortes, comme si elles avaient été touchées par une force invisible. La peur d'Ola grandit. Elle savait que les paroles d'Ada étaient vraies. Hugo était bel et bien revenu. Le lendemain, alors qu'elle habillait Ada pour l'école, elle remarqua des marques de morsures sur son épaule. « Ada, comment as-tu eu cela ?» demanda-t-elle. « Hugo m'a mordu. Il a été méchant avec moi, » répondit Ada, les yeux grands de peur. « Il vient toujours dans ma chambre. » Ola sentit la terreur saisir son cœur. Elle savait qu'elle était en grand danger. Juste au moment où elle s'apprêtait à rencontrer Ayo, elle entendit un bruit et ouvrit la porte d'entrée. Elle trouva un Agori chantant sous la pluie. Elle sortit pour le confronter, menaçant d'appeler la police. Il resta silencieux mais pointa derrière elle. En se retournant, elle vit la momie du temple se tenant là. Paniquée, Ola se mit à courir, mais la momie la poursuivit.
Juste au moment où elle allait l'attraper, Ola se réveilla en sursaut. Emeka, se réveillant, vit sa femme en sueur. « Qu'est-ce qui se passe, Ola ?» demanda-t-il, inquiet. « Juste un cauchemar, mentit-elle. Elle ne pouvait se résoudre à dire à son mari ce qu'elle avait fait. Elle murmura une prière silencieuse et se rendormit. Le lendemain matin, Ola traîna Ayo derrière la maison, la désespoir perceptible. « Des choses étranges se produisent. J'ai besoin de réponses. Que m'arrive-t-il » Ayo la regarda intensément. « Tante, as-tu ouvert la porte dans le temple ?» Ola hésita puis hocha la tête. « Oui, je l'ai fait. »« Oh, Abassi, qu'as-tu fait ?» s'exclama Ayo, le visage pâle. « L'esprit que tu as ramené n'est pas Ugo. L'âme d'Ugo ne peut pas se réincarner parce que tu l'as incinéré. » Le cœur d'Ola s'effondra alors qu'Ayo continuait. « En ouvrant cette porte, tu as laissé l'âme d'Ugo se décomposer. Il est maintenant devenu maléfique. La momie qui te chasse est Motun, le dieu des enfers. Elle est venue réclamer l'âme d'Ugo. »« Que dois-je faire maintenant ? Comment puis-je réparer cela ?» implora Ola. « Tu dois brûler et te débarrasser de tout ce qui garde l'esprit d'Ugo attaché à ce monde, tous ses effets personnels, » ordonna Ayo. Ola secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas, c'est mon fils. Je ne peux pas le laisser partir. » Ayo lui saisit les épaules, sa voix ferme. « Écoute, tante, si tu ne le fais pas, Motun effacera ta famille. Veux-tu que cela arrive ?» Ola fixa Ayo, déchirée entre son amour pour son fils et la vérité terrifiante qu'elle affrontait. Elle ignora l'avertissement d'Ayo et partit travailler, laissant Ayo stupéfaite. Moment plus tard, Ayo entra dans la cuisine pour préparer à manger, mais fut horrifiée de la trouver infestée de cafards. Sachant qu'elle devait agir, Ayo commença à rassembler les affaires d'Ugo, les jetant dans une pile dans la cour. Juste au moment où elle allait les incendier, Motun, déguisée en sa fille décédée, émergea de la piscine et l'appela. Hypnotisée, Ayo marcha vers la piscine, mais en tendant la main pour toucher le visage de Motun, elles disparurent toutes deux, ne laissant qu'un ruban rouge flottant à la surface. Peu de temps après, Ola rentra à la maison et trouva les affaires d'Ugo empilées dans la cour. Furieuse, elle appela Ayo, mais n'obtint aucune réponse. Elle fouilla le terrain et trouva Ayo allongée sans vie près de la piscine. Cette nuit-là, accablée de chagrin et de culpabilité, Ola finit par brûler les affaires d'Ugo tout en regardant les flammes. À ce moment-là, Emeka rentra à la maison. Voyant le feu, il était confus et en colère. « Ola, qu'as-tu fait ?» demanda-t-il. Elle prit une profonde inspiration et lui raconta tout. « Demande à Ada » insista Ola. « Elle l'a vu aussi. »« Ada, est-ce vrai ?» demanda Emeka. Ada secoua la tête, feignant l'ignorance. « Je ne sais pas de quoi parle maman. » Le désespoir s'empara d'Ola alors qu'elle tentait de convaincre Ada de révéler la vérité, mais Emeka intervint, éloignant leur fille. « Tu lui fais peur, Ola. Cela doit s'arrêter. » Le cœur d'Ola s'effondra alors qu'elle comprenait la situation. « Emeka, ce n'est pas Ada. Ugo a pris possession de son corps. » Elle secoua Ada avec urgence, essayant de forcer Ugo à sortir, mais rien ne se passa. Emeka, toujours sceptique, enferma Ola dans une pièce pour l'aider à se calmer, croyant qu'elle perdait pied avec la réalité. Il quitta la maison avec Ada, seulement pour rencontrer 3 agoris attendant dehors. « Que voulez-vous » demanda Emeka, se précipitant à l'intérieur pour appeler la police. Pendant qu'il était au téléphone, leur chien s'approcha d'Ada, grognant. Ada, maintenant sous le contrôle d'Ugo, attrapa un couteau et poignarda le chien. Quand Emeka revint, il trouva Ada tenant le couteau ensanglanté, le chien sans vie à ses pieds. « Ada, qu'as-tu fait ?» demanda-t-il, horrifié. « Papa, c'est moi, Ugo » répondit-elle. Avant qu'Emeka ne puisse réagir, Ada le poignarda à l'estomac.
Alors qu'il gisait impuissant sur le sol, Hugo se révéla pleinement. Ola, ayant échappé de la pièce, entendit les cris d'Ada et courut à l'étage. Elle trouva Ada immobilisée au sol, avec 2 agoris se tenant à côté. L'esprit d'Hugo a fusionné avec le corps d'Ada. Il ne peut être séparé, expliqua l'un des agoris. Ada doit être sacrifiée. Non, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma fille, supplia Ola, mais l'un des agoris bloqua son chemin. Juste au moment où la lame allait frapper Ada, Hugo, parlant à travers elle, cria « Maman, j'ai peur, je ne veux pas retourner là-bas ». Dans un dernier acte désespéré pour sauver sa fille, Ola prit une décision déchirante. « Hugo, je viendrai avec toi, laisse Ada partir ». Immédiatement, l'esprit d'Hugo quitta Ada et entra dans Ola. Elle s'effondra, son esprit quittant son corps pour passer dans l'autre royaume. Quand Ola reprit conscience, elle entendit la voix d'Emeka l'appelant. Elle sentit quelque chose sous elle. C'étaient ses propres cendres. Se levant, elle se rendit compte qu'elle était de retour aux marches du temple. « Emeka, ne le fais pas !» cria-t-elle, comprenant que son mari essayait de réaliser le même rituel pour la ramener. « S'il te plaît, garde la porte fermée. Ne l'ouvre pas !» supplia-t-elle, mais la porte commença lentement à s'ouvrir. La morale de cette histoire est que s'accrocher au passé peut jeter une ombre sur notre présent. Lâcher prise est parfois le plus grand acte d'amour, nous permettant de guérir et de protéger ceux que nous aimons. Face à nos pertes les plus profondes, nous devons trouver la force d'avancer, où nous risquons de perdre non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux que nous chérissons encore. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez en voir d'autres captivantes, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo est publiée. N'hésitez pas à explorer d'autres vidéos ici. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans ma prochaine vidéo, restez bénis.